Les amis, on a découvert ce lieu extraordinaire, un haut lieu pour les personnes qui veulent se parfaire au tir, se parfaire aux arts martiaux, mais c'est simplement réservé aux professionnels. J'ai eu la chance d'être avec Moyav qui m'a accompagné, qui m'a montré comment tirer. Moyav est un ancien de l'armée, un ancien également des corps d'élite de la police et aujourd'hui, il se destine à devenir podologue, ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs. C'est une belle reconversion professionnelle. Dans cette interview, vous allez découvrir comment Moyav est passé d'un militaire de haut vol à un policier corps d'élite et aujourd'hui à un futur podologue. Donc Moyav, déjà, merci beaucoup d'avoir fait découvrir ce lieu extraordinaire. Avec plaisir. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es pour les personnes qui nous regardent? Donc, mon pseudo, c'est Moyav. J'ai 34 ans, je suis marié, j'ai un enfant. Et donc, j'ai appartenu à l'armée de terre pour un contrat de 5 ans. Puis ensuite, je suis parti dans la police nationale. Et pendant mes années police, je suis reparti à l'armée dans une unité non conventionnelle, puis revenu en police. Alors, pourquoi être parti de l'armée pour aller dans la police et revenir dans l'armée? T'as été déçu dans la police pour revenir dans l'armée? L'armée, disons que l'armée me manquait beaucoup. Justement, la cohésion qui règne. Et moi, j'étais un enfant, un jeune qui a été élevé par l'armée. Je suis parti à l'armée à 18 ans. D'accord, ok. À 18 ans, on n'est pas encore... nos parents nous ont pas fini de nous élever. Donc, j'avais cette nostalgie-là et j'avais toujours rêvé de faire partie des forces spéciales ou des unités non conventionnelles et ça, c'est très spécialisé de l'armée. Et du coup, je me suis entraîné, je me suis préparé, puis j'ai passé les tests, les sélections que j'ai réussi. Et puis du coup, je suis reparti à l'armée, refaire la filière pour devenir opérateur après. Et donc, tu as fait combien de temps d'armée quand tu as rempilé? Pas longtemps parce que j'ai été blessé. Je saurais plus exactement combien de temps, mais on va dire une année, un peu moins. Et puis ensuite, donc je suis retourné en police et du coup j'ai repassé d'autres sélections pour repartir dans un autre groupe spécialisé. Et après de là, je voulais, comme j'avais des spécialités en secourisme et que j'aimais vraiment beaucoup ça, le corps humain, tout ce qui était, attrait à l'humain, l'appareil locomoteur. Et puis je suis quelqu'un, je pense, de très altruiste. Et j'ai voulu me diriger vers un métier de soins et faire une reconversion professionnelle. Déjà au début, je pensais repartir sur médecine. Et je me voyais pas, après discussion, je voyais pas. Mes parents non plus ne me voyaient pas sur 10 ans à bosser, sachant que j'étais déjà papa, que j'avais déjà j'étais déjà propriétaire, etc. Donc ça allait être compliqué financièrement. Et j'ai décidé de m'orienter vers un métier de la rééducation, donc qui est la pédicure-podologie. Et en fait, je m'éclate dans ma formation. J'ai été pris à l'EFOM, la fondation EFOM Boris Dolto à Paris 15, et qui est une fondation à but non lucratif, pas comme dans certaines écoles. Et j'ai des super profs. L'école me permet de vivre mon sport à haut niveau en me facilitant certaines choses. Et je remercie d'ailleurs pour ça. Et du coup, là, je poursuis ma formation pour devenir podologue et j'espère être diplômé dans les années qui arrivent. Donc, alors, quand on écoute tout ce que tu nous dis, ça sort de ce que les gens peuvent penser des militaires qui sont un peu bourrus, un peu, on va dire, on va employer un mot fort, mais un peu débiles. Comme me l'avait expliqué Alex, pour être dans un corps d'élite de l'armée,
c'est réservé aux personnes qui sont hyper intelligentes. Toi, pour la petite histoire, tu es quelqu'un qui a un niveau SAMU. Donc, ça veut dire que si l'un de tes comparses est blessé, tu peux le soigner dans des conditions qui ne sont pas adaptées à soigner quelqu'un. Donc, toi, tu as cette capacité-là. Donc, c'est à peu près... Oui, c'est ça, on peut dire ça comme ça pour vulgariser un peu les choses. En fait, quand j'étais donc à l'armée, moi j'ai commencé par le 27e bataillon de chasseurs alpins à Annecy. Donc j'avais réussi mes tests, j'avais réussi les tests pour rentrer en force spéciale, pour le 13e régiment de dragons parachutistes, qui est un régiment de renseignement du commandement des opérations spéciales. Plus j'étais pris aussi au 27e bataillon de chasseurs alpins. Et en fait, comme j'aimais la montagne, et puis il y avait le groupe commando montagne qui m'intéressait aussi beaucoup à l'époque. Et je pouvais rentrer beaucoup plus rapidement à l'armée parce que le 13e RDP, donc régiment de dragons parachutistes, n'engageait pas tout de suite, alors que le régiment dans lequel je suis parti engageait le mois d'après. J'ai décidé de rentrer chez les chasseurs alpins. Et les chasseurs alpins est une unité conventionnelle, mais fait partie des unités d'élite de l'armée de terre. Et il faut avoir fait des très bons tests physiques, psychologiques, et on a aussi des tests intellect pour tester notre intellect. Il faut avoir réussi des très bons tests pour pouvoir prétendre, en tout cas, au régiment, enfin au bataillon de chasseurs alpins, comme un régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Ce sont vraiment des unités vraiment d'élite de l'armée de terre dans les unités conventionnelles. Ensuite, moi, je me suis spécialisé surtout dans le renseignement et dans mon groupe de combat, j'avais la spécialité d'auxiliaire sanitaire. Donc, j'ai passé un stage qui s'appelle le SC2, donc ce gros combat niveau 2, dans lequel, en fait, j'ai été formé à faire, on va dire, pour encore vulgariser les choses, du préhospitalier dans un milieu dégradé ou sur un théâtre de guerre comme l'Afghanistan ou là, le Mali. Donc, t'as fait l'Afghanistan et le Mali? Moi, je suis pas parti au Mali, je suis parti en Afghanistan et je suis parti en Centrafrique. D'accord. Et au Gabon. Ok. Et est-ce que tu as eu des troubles post-traumatiques par rapport à tout ce que tu peux vivre? Parce que bon, c'est quand même des conditions, même si vous êtes entraîné à faire votre métier, est-ce que ça reste votre métier, potentiellement donner votre vie pour préserver notre mode de vie à tous, et franchement, au nom de la France, je vous en remercie. Est-ce que tu as eu des trucs post-traumatiques à la suite de cela? Oui, j'ai déclaré un post-traumatique syndrome il y a à peu près 1 an, même un tout petit peu plus. Et c'était une petite descente aux enfers, palier par palier. Et aujourd'hui, je suis suivi à l'Hôtel-Dieu, au centre de psychotraumatisme de l'Hôtel-Dieu à Paris, par donc une équipe pluridisciplinaire de psychologues et une psychiatre, qui sont d'ailleurs des gens formidables. Et d'ailleurs, mon combat aujourd'hui, c'est aussi un peu de faire reconnaître pas cette pathologie, mais le problème que peut développer des combattants, des policiers, des victimes d'attentats à la suite d'événements qui sont traumatiques. Et j'estime et je trouve aujourd'hui que les gens sont pas assez sensibilisés justement à ces traumas-là. Et mon prochain combat, justement, ça sera de pousser pour que les post-traumatiques syndromes soient vraiment pris en charge dans notre pays, parce que on est quand même un pays de guerriers. La France mène des guerres aux 4 coins du monde pour maintenir la paix. Et forcément, on ne sort pas indemne de ce qu'on peut faire. Quand des forces spéciales sont au Mali, neutralisent des groupes terroristes, quand nos policiers sur des attentats sortent des morts et des blessés du Bataclan, quand des personnes, des civils sont au Bataclan et se font tirer dessus par des terroristes, forcément on sort pas indemne de ça. Moi-même, j'ai quand même beaucoup de sang sur les mains avec l'Afghanistan, et même en police, j'ai dû neutraliser un braqueur qui était fiché S, qui avait tiré sur un collègue de balles dans la tête. Wow. Et du coup, forcément, ce sont des choses qui restent, qui sont marquantes. Après,
clairement, je regrette pas ce que j'ai fait dans ma vie, mais en étant quelqu'un de chrétien et j'ai foi en Dieu, on se pose des questions et certaines choses peuvent déclencher après un syndrome post-traumatique. Et je l'ai vécu et ça a été un peu difficile, mais aujourd'hui, grâce à des amis comme Alex, comme mes amis proches, comme ma famille, ma femme, et mes enfants, j'en sors petit à petit. Et là, aujourd'hui, mon combat, c'est faire reconnaître justement ça. Et combattre pour que ceux qui sont victimes de ça puissent être bien suivis par la suite. Mais tout ce que tu nous as dit est vraiment, tu t'es vraiment livré, c'est vraiment, merci beaucoup de l'avoir fait sur ma chaîne. Je pense que tout le monde a compris le message que tu as voulu faire passer. C'est très important d'avoir ce type de message, mais la question que je me pose, c'est est-ce que quand tu es dans ces corps d'élite-là et quand tu fais ce genre de choses dans ton quotidien, est-ce que l'armée, elle, a des psychologues, a des gens avec qui tu peux parler quand tu reviens de mission Bien sûr. Oui, quand même, oui. Bien sûr. Pour l'Afghanistan, c'était une mission qui était bien préparée quand même. Quand on avait des gros contacts avec les talibans et qu'on avait eu des blessés ou des morts, déjà on avait un débrief avec un psychologue sur la base dans laquelle on était en Capissa. Et en fait, avant de rentrer en France, on passe par un sas de décompression. Moi, je suis parti à Chypre pendant quelques jours, où on est dans un très bel hôtel et on est débriefé par des psychologues, surtout ceux qui ont eu des gros clashs. On est débriefé en individuel, puis en groupe, par des psychologues. Et puis on profite un petit peu avant de revoir notre famille. On se remet un peu dans l'humain, quoi. Alors que, parce qu'on a vécu en Antarctique pendant 6 mois, 7 mois. En gros, quand on partait en Afghan, c'est comme si on prenait 6 mois ferme. À part quand on sortait faire les missions, on sortait jamais de la base. Et la base, elle était toute petite. C'était une base afghane, française et américaine. Elle était vraiment minuscule. Et donc, à part pour faire les missions, pour aller reprendre du terrain aux talibans, on sortait pas. Donc, c'était vraiment trop dangereux. Et du coup, aujourd'hui, l'armée, à chaque fois, sur les grosses missions où il y a potentiellement du gros contact, sait faire ce genre de choses en débriefant, en accompagnant les soldats. Mais c'est le après qui est un peu plus compliqué aujourd'hui, parce qu'un post-traumatique syndrome, on peut le déclencher tout de suite après en revenant de mission ou après un traumatisme. Mais pour ma part, le post-traumatique syndrome, il s'est déclenché quasiment 10 ans après. Ah oui. Donc, et selon toi, l'armée devrait faire une note de rappel, du moins pour voir les gens très régulièrement ou... Je sais pas. Je me suis pas encore penché sur le cas de l'armée. Là, je suis plus sur le cas de la police. Ah oui, donc alors ça veut dire que c'est quand tu étais à l'armée, donc comme tu me l'as expliqué, donc quand même bien gérer l'après, même si un post-traumatique peut arriver beaucoup de temps après le moment où ça s'est passé. Mais c'est quand tu as été dans la police où là, il n'y a pas eu un relais comme l'armée l'a fait dès que tu es sorti de mission? Non, j'ai pas été accompagné. J'ai dû me débrouiller un peu seul. Quelque chose d'ailleurs que j'ai très mal vécu. Après, je jette pas la pierre. C'est comme ça. On a tous des hauts et des bas en sa vie, mais aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est que je m'en sorte et que je puisse mener ce combat justement pour améliorer les choses. Et moi, je veux et je souhaite améliorer les choses. Mais quand tu sors de l'armée en ayant les antécédents que tu as, je veux dire, t'es un mec qui a fait l'Afghanistan, tu nous as permis de préserver notre mode de vie, c'est exceptionnel selon moi. Quand tu arrives dans la police, pour eux, ils te voient un peu comme une rockstar, t'es quelqu'un avec qui ils ont envie de travailler, t'es quelqu'un avec qui ils ont envie d'apprendre, parce que tu as quand même quelque chose à partager que eux n'ont pas, non? Pas du tout. Quand on arrive dans la police, l'armée et la police, c'est 2 corps complètement différents. Ok. Et quand on arrive dans la police, clairement, on sort d'école de police. Pour les anciens, on est un bitos. Même si j'avais pu être un super commando ou un super combattant, ou si j'avais été un pilote d'avion de chasse,
je me reconvertis dans la police, je sors d'école de police. Ah, tu repars de zéro en On gros. repart de zéro. Ça veut dire que t'as pas un pont qui est fait en se disant bon, le mec a fait l'Afghanistan, donc on va pas lui apprendre. Il peut y avoir certaines passerelles Ouais. pour certaines spécialités Ok. que certains militaires ont pour certains services de la police. Mais moi, en tout cas, je n'ai pas choisi cette passerelle-là. Moi, j'ai choisi de refaire l'école de police, comme tout le monde, faire mon concours de police aussi, comme tout le monde, faire l'école de police. Et puis après, j'ai bien terminé dans ma formation en école. Et puis j'ai choisi d'ouvrir le 93. Et j'ai ouvert le 93 à Saint-Denis. J'ai pris mon poste à Saint-Denis. Alors, ce qui est intéressant dans ton récit, c'est que toi, tu cherches pas la facilité. Ça veut dire que tu aurais pu faire une passerelle pour te permettre d'aller dans un service qui est un peu similaire à ce que toi, tu pratiquais à l'armée, mais toi, tu as voulu repartir de zéro pour apprendre, et en apprenant, tu es sorti major de ta promo. Et on t'a proposé de choisir, et toi, de choisir Monaco, tu as choisi le 93. Bon, j'ai bien aimé Monaco. C'est une police qui est... ils ont leur police, Monaco, mais j'ai bien aimé. Quand même, t'aimes bien les trucs un peu compliqués, toi. Hein. En fait, alors, ce que je faisais avant l'armée, j'aurais pas jamais pu y prétendre en sortant de la police. Okay. Les groupes d'intervention, tout ça, faut avoir de l'ancienneté. Faut se préparer, et il faut réussir des tests. Il y a des tests supplémentaires. Néanmoins, comme j'avais bien fini, oui, j'aurais pu peut-être avoir un commissariat ou je sais pas, il y avait des places, je crois, dans un service de renseignement. Je pouvais peut-être prétendre à ça. Enfin, ou un commissariat plus sympa. Malgré que le commissariat de Saint-Denis soit super sympa. En plus, il est tout neuf. Mais non, je voulais clairement être dans une ville qui est un peu réputée difficile, et qui l'est d'ailleurs. Et voilà, pour faire mes armes, c'est... Et donc alors, le bilan de Saint-Denis, alors, c'est pire que l'Afghanistan ou... C'est la ville la plus violente et criminogène de France. Ah d'accord, ok. Et encore, je crois, cette année. Mais non, c'était cool. Il y a de très bons collègues. Humainement, j'ai croisé de super personnes. Et ce qui est bien quand on est dans le 93 et quand on commence à Saint-Denis, c'est que on balaye tout le panel de la criminalité et de la délinquance, de la petite délinquance, de la grosse délinquance, de la moyenne délinquance. Et donc du coup, on apprend vite. Et j'ai eu la chance d'être bien drivé par les anciens de là-bas qui m'ont dans l'unité dans laquelle j'ai été, qui ont été bienveillants avec moi. Et puis j'en suis reconnaissant. J'ai mûri grâce à eux. Et après, j'ai décidé de faire des tests pour des groupes spécialisés. Donc je suis parti après la compagnie de sécurisation et d'intervention de Paris. J'ai fait test pour cette unité-là que j'ai réussi. Et puis après, j'ai fait les tests pour le groupe de soutien opérationnel de Paris, qui est une unité d'appui de la sécurité publique, donc qui font les interpellations domiciliaires des individus jugés dangereux pour les enquêteurs de la sécurité publique, pour les enquêteurs de la PJ et pour les enquêteurs de la sûreté territoriale. Et puis on intervient, le GSO 75 intervient aussi, intervenait quand j'y étais, pour tout ce qui est attentat, prise d'otages, forcenés. Donc on se déployait sur le lieu, et puis il y avait la BRI qui soit on arrivait avant eux, puis la BRI reprenait la BRI reprenait le relais, où on était sollicité aussi pour pouvoir aider ce groupe, cette unité, pour suivant le cadre d'emploi qui était fait. Et donc ensuite j'ai décidé du coup de repartir dans l'unité l'unité de l'armée dans laquelle t'étais à la base. Non, dans laquelle je souhaitais aller. D'accord. Qui était une unité non conventionnelle,
Et tu as dû repasser des tests, J'ai imagine, repassé des tests, que ouais. tu as eu, évidemment. Et j'ai eu les tests, Waouh. et j'ai repassé les tests, et je suis reparti, et puis j'ai dû revenir. Petit coup dur, mais je suis revenu, puis après, en fait, j'ai passé un stage pour partir en police judiciaire, et Tu as réussi encore une fois. voilà, c'est ça, dans un service de renseignement. Et puis Et le post-traumatique arrive à quel moment? il est Quand arrivé t'es revenu? l'année dernière. L'année dernière, Ok. quand j'ai commencé mes études. Parce que après, du coup, comme je voulais absolument faire un métier de soin, donc j'ai pris un congé de formation, et il y a eu un événement, enfin 2 événements qui sont passés, et puis ça a déclenché ce syndrome post-traumatique. Donc, alors, ce qui est incroyable, Moyav, c'est qu'en gros, t'es un mec qui adore apprendre. Ouais. T'adores faire des formations. En fait, j'ai l'impression que quand t'es dans un truc, t'as fait ta formation, tu fais ton truc, après tu te fais chier, tu dis je vais faire autre chose, tu réussis. Donc, en fait, on peut dire que t'es une tête. Là, en plus, maintenant, tu fais des études de podologie. Donc, études de podologie, bon, c'est pas donné à tout le monde, surtout quand on a fait autant de temps d'armée ou de police. Donc, mec, mais t'es un ovni, en fait. Ouais, j'ai fait On un va peu. dire que t'as un QI surélevé par rapport à la moyenne. T'as déjà fait tes tests? Non, je sais pas, je pense pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'aime beaucoup apprendre. Ouais, totalement, c'est fou. Et c'est vrai que quand j'ai pas justement cette stimulation intellectuelle, Mhm. et au bout d'un moment, je m'ennuie, et je veux faire autre chose. Et ce qu'il y a de bien dans la dans la podologie, c'est que constamment, on doit apprendre. On doit rester au fait des différentes études scientifiques qui sortent sur nos champs de compétences. On peut faire des diplômes universitaires, on peut faire des masters, on peut faire pas mal de choses. Et du coup, ce métier-là, voilà, ça correspond complètement à ce que j'attends. Et puis, j'ai une autre flèche à mon arc. Grâce à Benoît Saint-Denis, qui est un ami, donc avant quand j'étais jeune, et puis même encore il y a pas très longtemps, je faisais du judo, du judo à haut niveau, j'ai été coopté, faut dire ça comme ça, mais grâce à Benoît Saint-Denis, j'ai été coopté dans la team Voirin Elite, Oui, c'est ce que tu avec m'as Daniel dit. Voirin, qui est le coach de légende du MMA, qui a entraîné Anderson Silva, Waouh. qui a entraîné Dan Henderson, des légendes de l'UFC, qui aujourd'hui est le head coach de Benoît Saint-Denis, de Jorick Montagnac, de Mathieu Leto Duclos, de Romain Debienne, qui sont les espoirs Français, qui ouais. font partie des espoirs français dans le MMA. Et grâce à Benoît et Daniel, là je débute ma carrière professionnelle. Un combat prévu là normalement, j'espère, en juillet, parce que j'ai pris un petit KO dernièrement, donc là c'est un peu compliqué en ce moment. Je suis en protocole commotion, mais là normalement en juillet, on va monter dans la cage pour casser une bouche, et repartir avec la victoire. Alors, quand on écoute le récit de ta vie, en fait, on se rend compte que tu as quand même la chance d'être bien entouré. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas des gens comme Alec, des gens comme Benoît, toutes les personnes que j'ai rencontrées ici, Raphaël également, vraiment, vous êtes dans un climat qui est hyper bienveillant, qui est extraordinaire. On a besoin de voir des grands enfants qui font des trucs d'adultes sérieux, mais qui gardent quand même cet œil d'enfant quand ils travaillent. C'est exceptionnel. C'est des conditions que n'importe quelle personne rêverait dans son travail. Si tu n'avais pas eu ces gens-là autour de toi, ta femme également et ton fils, tu penses que tu aurais pu avoir le geste de trop et plus être parmi nous? Clairement, ouais. Clairement, ouais. Heureusement que ma femme m'a soutenu. Heureusement que mes parents, ma mère a été là. Mes amis, mes meilleurs amis ont été là. Alex en fait partie d'ailleurs, de mes meilleurs amis. Benoît en fait partie. C'est des gens qui ont toujours été à l'écoute, qui ont pris de mes nouvelles. T'as encore vu un de mes meilleurs amis, Ouais. qui souhaite rester discret, mais qui a été là depuis le début, et grâce à eux, en fait, c'est eux qui m'ont sorti la tête de l'eau, clairement, parce que des fois on a
quand on sombre, on sombre. Hein, Totalement, oui. je vais pas être hypocrite, mais avant, j'ai commencé en police secours. Et quand j'allais sur un suicidé, je me disais, mais ce mec-là, c'est... Enfin, en plus, en tant que chrétien, Ouais. je me disais, ce mec-là, il a eu un geste de lâcheté. Et quand il s'est déclaré mon syndrome post-traumatique, je me suis dit, en fait, non, c'était pas... Il était tellement mal que, malgré les appels à l'aide, malgré qu'il ait sûrement voulu s'en sortir, ces personnes-là passent à l'acte parce que, elles ont plus la force. Moi, j'ai la chance d'avoir retrouvé la force, mais puis aujourd'hui, c'est fini tout ça. Enfin, j'espère, mais aujourd'hui, je comprends ces gens-là, alors qu'avant, je les comprenais pas. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de me battre pour ça, parce que tellement de gens passent à l'acte. Tu connais des gens de ton entourage avec qui tu as travaillé qui ont fait le geste de trop? Ouais. Enfin, oui et non. En fait, quand je suis arrivé dans mon unité de police secours, en sortie d'école, peut-être 2 semaines avant ou 1 mois avant, un gars de ma brigade s'était suicidé. Avec son arme? Non. Ouais. Non, c'était je sais plus vraiment, puis je crois que même c'était un peu glauque, mais c'était pas avec son arme de service. Mais clairement, la police, c'est 50 suicides ou 50 à 80 suicides par an, suivant les années, quoi. C'est énorme. Donc c'est énorme. Il y a un mal-être dans la police. Plus que dans l'armée? Tu sais, dans l'armée, c'est un peu l'armée, t'es en famille. Ouais. Le soir, t'es avec tes potes dans ta chambre, t'es jeune, t'as 20 ans, 21 ans, 22 ans. Enfin, les 2 tiers de l'armée, c'est des jeunes qui veulent servir. Et donc du coup, le soir, c'est rigolade, tu sors, tu pars en terrain, tu t'amuses, ou tu t'entraînes, tu pars en mission, t'es en groupe. Enfin, ton groupe, c'est ta famille. Tu tisses des liens très forts avec ton groupe. Moi, mon groupe avec lequel j'ai passé quasiment 5 ans, aujourd'hui, ils viennent encore à des anniversaires que j'organise. On se donne des nouvelles régulièrement. Enfin, ce sont des amis, et des amis que je garderai toute ma vie. Tu penses que si tu n'avais pas quitté l'armée, tu aurais fait toute ta carrière dans l'armée, pas dans la police, et que tu aurais embrassé une carrière de podologue après, tu aurais eu ce truc post-traumatique ou pas? Ou le fait d'être passé à la police, comme je t'ai dit, j'ai du sang sur les mains, que ce soit à l'armée ou dans la police, et c'est ça qui me hantait. Ouais. Et peut-être le fait de me dire, à un moment, quand tu deviens aussi... quand tu deviens parent, de te dire, en fait, t'es passé quand même pas mal de fois à côté de la mort, mon gars. La dernière fusillade que j'ai vécue, c'était en 2015 à Saint-Denis. Donc, c'est un braquage qui s'est mal passé, où quand on arrive pour interpeller les deux braqueurs, un assaillant tire dans la tête d'un collègue à 2 reprises, à 2 ou 3 reprises. Le tuant sur place, j'imagine? Il le tue pas. Non, il le tue pas. Ce collègue aujourd'hui, il est encore vivant. Waouh. Et en fait, le collègue, toi t'es un bon. Wow. Et en fait, je me retrouve. En fait, il se met à l'abri derrière la voiture derrière laquelle moi aussi j'étais. Moi, j'étais côté moteur, lui était côté coffre. Comme dans un film, quoi. Comme dans un film. Il avait déjà pris une petite balle dans la jambe d'un autre collègue qui avait riposté parce qu'il nous avait tiré dessus aussi. Et en fait, moi, je regarde autour de moi, je vois tout le monde qui est au sol, donc qui s'est mis à l'abri, normal, on se fait tirer dessus. Et en fait, je vois l'assaillant qui est de l'autre côté, et je me dis, vas-y, pose tes couilles, va le chercher. Et donc, j'ai fait un peu de combat autour du véhicule, et je me suis retrouvé à 3 mètres de lui en lui demandant de jeter son arme au sol. Et l'assaillant dirige son avant vers moi, et là je vois le départ de coup, et du coup je l'engage, je touche, il tombe,
Moi aussi, je tombe parce que je me prends les pieds dans le trottoir Je croyais que tu en me déplaçant. Et je retourne sur lui en courant pour jeter dans son arme. Un collègue me devance, met un coup dans son arme pour l'écarter, le menotte. Bon, il était déjà neutralisé. Mes coups de feu l'ont neutralisé. Et après, je suis parti faire les sauts en collègue, ce que je savais faire. Ouais. Je l'ai mis en application, ce que j'avais appris à l'armée et ce que j'avais fait en Afghanistan. Je l'ai mis en application aussi sur ce collègue. Et du coup, j'ai fait tout ce que j'ai pu avec d'autres collègues qui m'ont bien aidé parce que tout seul, c'était pas possible pour le maintenir en vie. Donc, jusqu'à ce que le SAMU arrive. Et aujourd'hui, ce collègue-là, il est vivant. On se donne des nouvelles. C'est un super mec d'ailleurs. Et je suis vraiment content d'avoir que ce collègue-là soit resté en vie parce que vraiment, c'est un super gars. Donc on peut dire que tu as fait ce qu'on appelle un acte de bravoure. Donc tu dois en être fier, non? Plutôt que de te dire que ce genre de fait te hante. N'importe qui serait fier de ce que tu as fait, ta famille, tes amis, ta femme, j'imagine aussi. Ouais. Un héros, quoi. Un héros, non. Bah, si, quand en fait, j'ai fait mon taf, on va dire. Après, oui, je suis fier d'avoir sauvé mon collègue. Ouais, en fait, ce qui est fou, c'est que tout ce que tu as fait dans ta carrière, même quand tu as eu du sang sur les mains, font de toi un héros parce que c'est ce qu'on appelle un acte héroïque. Quand tu te bats face à des talibans ou à des terroristes, tu sauves la vie de gens, tu maintiens notre mode de vie. Donc, comment ça se fait que toi, à un moment, dans ta tête, tu switches et tu te dis que tu as du sang sur les mains, ou ce que tu as fait, ça pas bien, c'est pas bien, ou comment ça se fait que dans ta tête, tu as eu cette transition? Il y a eu un ou deux événements qui sont passés, là, j'en parlerai pas, facecam, mais qui ont fait ça. Et puis, j'ai vécu aussi ce sentiment d'abandon quand ça arrivait. Puis voilà, on peut pas l'expliquer vraiment. Même moi, je l'explique pas encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est que ça va. Enfin, ça va de mieux en mieux. Ouais. J'ai retrouvé cette âme. Je dis ça en rigolant, mais cette âme de guerrier que j'avais et que j'ai toujours voulu avoir. Et voilà, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est réussir ma formation, combattre, remonter dans une cage, réussir mes combats professionnels, rendre fier Daniel, rendre fier la team Voirin, rendre fier ma famille et réussir ma vie comme je l'entends. Moi, je m'en fous. D'être un héros, je m'en fous. Je suis pas un héros. Des médailles, j'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est de la merde. Moi, du moment que tu me laisses faire ma vie, c'est ce que j'expliquais à Vétérans de France. Du moment que tu laisses faire ma vie dans mon coin et faire ce que j'ai envie de faire, je suis heureux. Et voilà, aujourd'hui, je commence à faire ce que j'ai envie de faire. Et ça commence à aller dans ma tête. Voilà, il y a d'autres combats qui arrivent et je suis prêt à les mener de front. En tout cas, merci beaucoup. C'est le mot de la fin, Moyaf. Waouh, quoi. Je veux dire, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, le seul mot qu'on peut dire, c'est waouh. Heureusement qu'on a testé ce que la France peut produire de meilleur. Bravo. Et on te soutient tous. T'es un mec qui n'a eu de cesse d'apprendre. J'en suis convaincu qu'après être podologue, tu vas finir kiné. Après être kiné, c'est ça que tu aurais dû faire médecine directement. Parce que tu as soif d'apprentissage. Et c'est une vraie qualité dans j'ai le projet avec un de mes très bons amis aussi d'ouvrir un centre de rééducation. Ah, mais je pense que tu le feras, je m'inquiète pas. Et cet ami-là, d'ailleurs, est un excellent kiné. Lui, il est kiné. Il s'appelle François Maubert et il est très connu. Très connu dans les sports de combat, il est spécialisé dans les sports de combat. Il a été kiné de Francis Ngannou, il a été kiné avant au MMA Factory, il s'occupait de Cyril Gane, tout ça. Et puis là, on a ce projet tous les deux, un projet d'amis, de monter ce centre de rééducation. Et donc c'est pour ça que je partirai pas en kiné, je partirai ni en médecine. Moi, je m'occuperai moi, j'ai envie d'être podologue, et lui, qui est un excellent kiné, il s'occupe de ma rééducation, il s'occupe de ma prépa physique et grâce à lui je suis plus performant de jour en jour et
Et j'encourage d'ailleurs tous les gens qui se blessent d'aller voir François Maubert à On Aqua Boulevard, va mettre le lien de son Instagram en description de la qui est vidéo. un excellent kiné et spécialisé surtout dans les combattants. Vraiment, Ok. les sports de combat. Toute personne qui fait un art martial qui se blesse peut aller les yeux fermés voir François. Ok, bon, en tout cas, Moya, merci beaucoup. Là, je m'attendais pas à ce qu'on fasse une interview comme ça, parce que tu t'es vraiment Cool. Moi, je dévoilé. suis vraiment content aussi. Merci beaucoup, Alex, parce qu'Alex, il nous met en connexion avec des pépites, des gens comme lui, quoi. Donc, vous êtes tous des gens extraordinaires. C'est un honneur pour moi de pouvoir vous compter parmi mes amis, parmi les gens avec qui on peut échanger. Franchement, mec, viens dans mes bras, mon pote. T'es un bon. Merci, franchement, j'ai été honoré de Merci à toi, faire mon pote. cette émission que je regarde. Je regarde chaque émission. C'est vraiment super intéressant. Ça parle sans langue de bois en général. Et même pas en général, tout le temps. Ça Tout le parle temps, sans ouais, langue tout de le temps, bois. ça empêche. Ça dit les choses. Il y a des choses un peu cachées de temps en temps et Ouais. qu'on ne veut pas avouer. Bon, en tout cas, les amis, j'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je suis pas. Et la jalousie, ça se méritera toujours les poutos, c'est la base.